votre livre, parce que le silence règne, parce que le silence saigne, vous décidez en 2020 de franchir la porte de la gendarmerie pour porter plainte, parler et vous libérer. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ? On avait pour projet de faire une vidéo, c'était pendant le Covid, pour pouvoir permettre à mes adhérents de faire du sport à la maison. Et par l'intermédiaire de Mila Communication, je remercie énormément pour le court-métrage qui vient d'être diffusé. Amir également, merci. Samuel, Axel. Je prends contact avec Ludivine Mal, une sportive de haut niveau du Pays de Brocéliande. Et puis le premier contact est assez bizarre, je me trompe de personne. Mais j'arrive au final à tomber sur Ludivine et je sais pas, pendant la conversation, on a parlé 2 minutes du projet et puis c'est vite parti dans nos passés respectifs où on avait subi les mêmes choses pendant des années. Et le fait de savoir que Ludivine avait réussi à porter plainte, ça m'a donné une force, une énergie, et je me suis dit si Ludivine a réussi à le faire, elle est beaucoup plus jeune que moi, je me suis dit moi aussi je vais réussir à le faire, et par contre c'était pas plus prémédité que ça, mais le lendemain je me suis retrouvé sur le parking de la gendarmerie, j'ai tapé à la porte et j'ai déballé pendant 6 heures tout mon passé. Alors dans votre livre, vous donnez quelques chiffres. 50% des victimes ont moins de 12 ans et 80% sont des filles. En juillet 2003, vous accompagnez votre sœur pour porter plainte à la gendarmerie. Et vous attendez 17 ans avant de le faire. Est-ce que le fait d'avoir été un petit garçon a joué dans ce retard ? Très certainement. C'est pour ça que les petits garçons ne parlent pas. Les petits garçons devenus grands. Un garçon, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de se plaindre. Il doit toujours être fort. Et puis, je pense que la honte avait pris une dimension énorme, le fait d'avoir été abusé par un autre homme. Peur de ce qu'on dira sur moi, de l'image qu'on aura eue sur moi, donc ça a duré et j'étais aussi vraiment traumatisé puisque j'étais allé une fois vérifier l'adresse des agresseurs de ma sœur et quand je l'étais garé devant la maison, j'ai vérifié sur la boîte aux lettres qu'ils habitaient toujours là et au moment de remonter dans ma voiture, j'ai mis 10 minutes à essayer de rentrer ma clé dans le Neyman tellement je tremblais et les tremblements ils ont duré presque pendant une demi-heure et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment traumatisé et que j'étais pas prêt pour parler. Alors dans votre livre, vous dites « L'inceste ne s'arrête pas avec l'agression. Au contraire, il te dévore jour après jour, te ronge, te détruit et t'empêche de vivre ta vie. Parce qu'un viol, c'est comme un meurtre, sauf qu'on te massacre et qu'on te laisse vivant. » Quelles ont été pour vous les bouées de sauvetage qui vous ont permis de survivre ? Il y en a eu plusieurs. Beaucoup, bonnes ou mauvaises. Souvent mauvaises. Mais si on devait parler du meilleur, c'est certainement les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie.
à l'idée de justement en parler un jour. Je pense que ça a dû provoquer les bonnes rencontres pour que je sois je sois lucide le jour où ça arriverait. Des rencontres, je peux pas tout citer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé au fait que je puisse avancer. Après, il y a quand même quelque chose de fort, ça a été le sport. Le sport, ça a été mon école, hein, tout simplement. J'ai rencontré des gens merveilleux, notamment au Montfort Basket Club. Le foot avant? Le foot avant, c'était surtout avec les copains, avec Ivo, avec Karim, avec Gwen. Mais après, j'ai vraiment rencontré au Montfort Basket des adultes à qui j'ai donné ma confiance, ils m'ont donné la leur. J'ai rencontré mon mentor, Maurice Boudic. J'ai rencontré ma famille de cœur, Michel et Chantal Géanin. Et voilà, j'ai retrouvé un équilibre. Et puis dans cette association, ça m'a permis de respecter les règles. Il n'y avait pas de jugement sur au niveau social. Tout le monde était vu de la même façon. Et ça m'a surtout permis d'exprimer toute la haine que j'avais en moi, de l'exprimer dans quelque chose de positif. Notamment dans toute l'énergie que j'ai pu laisser sur les terrains. Survivre parce qu'un jour vous vous promettez de tout balancer. Via la thérapie suivie avec Monsieur Villerbu, la promesse, elle est ressortie en fait, c'était enfoui. Je me souvenais même pas que j'avais fait cette promesse-là. Et l'explication à ça, c'est qu'en fait, le jour où je me fais la promesse, c'est comme si j'avais parlé à quelqu'un. Et ça a été garant de ma vie, en fait, avec toujours l'envie, justement, de finaliser ce projet de gamin. Et voilà, en fait, je pense que tout mon parcours, quelque part, a été calqué par rapport à cette promesse. D'où le titre du livre. D'où le titre du livre. Alors, une promesse de grand, alors que vous êtes à l'âge où vous dévorez les aventures de petit ours brun dans vos pommes d'api. Comme une dissociation, c'est un mécanisme de défense que vous expliquez dans votre livre, un mécanisme de défense face au traumatisme. C'est comme ça qu'un petit garçon, en lisant les histoires de petit ours brun, peut se considérer comme un petit garçon comme les autres. L'inceste, c'est compliqué. Quand vous êtes enfant, c'est un effondrement, quoi. Vous êtes obligé de trouver des solutions pour ressembler aux autres et puis pour essayer d'enlever tout ce que vous avez dans la tête. Mais aussi les traumatismes physiques. Donc on essaie de se rattacher à des petites choses. Et on est aussi beaucoup dans l'imaginaire, on est beaucoup dans les émotions, parce que la vie en vrai, elle n'est pas facile, c'est pas drôle. Donc effectivement, on essaie de trouver des échappatoires et pour rester au contact de ce qu'on devrait être normalement à cet âge-là. Alors en novembre 2021, vous faites une rencontre importante, et là je vais me tourner vers Isabelle. Comment vous êtes-vous rencontrée avec Emmanuel ? Alors, on s'est rencontrés par un ami commun, en fait, qui est au deuxième rang, Erwan, qui est là, qui est venu me voir, on travaille dans la même école. En fait, moi, je suis intervenante dans une école de communication, je donne des cours. Il est venu me voir et il m'a dit, écoute Isabelle, toi qui es une femme de cœur, alors je dis, oh, t'as un truc à me demander. Voilà, écoute, j'ai un ami, il a envie d'écrire un livre, et je pense que t'es la bonne personne. Et voilà. Et du coup, j'ai rencontré Emmanuel. Et donc j'ai rencontré cet homme dans un café
Et tout de suite, ça a matché tout de suite en fait. Il a commencé à me raconter son histoire et je me suis dit bah évidemment que je vais le faire, évidemment. Alors, dans son livre, Emmanuel dit « Chaque fois que je rencontre Isabelle, nous souffrons. » Oui, j'étais à une période de ma vie qui était un peu compliquée, donc on souffrait tous les deux. Et en fait, je crois qu'on s'est trouvés là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on s'est consolés mutuellement. On se voyait tous les 15 jours, à peu près, 2 heures, parce qu'on ne pouvait pas se voir plus. C'était hyper intense, hein, hyper émouvant, hyper... souvent, il m'a consolée et je trouvais ça tellement déplacé. Je me trouvais vraiment avec des petits problèmes, voilà. Et il me disait, mais il n'y a pas de hiérarchie dans le malheur, Isabelle. Ce que tu vis, c'est atroce. Et voilà. Et donc, on a essayé de trouver un rythme. C'est sûr que les séances de 2 heures, au bout de 2 heures, on était rincés, quoi. Parce que moi, il y a plusieurs fois, j'étais obligée de sortir parce que j'étais en larmes. Donc, il arrivait avec ce qu'il avait écrit, les cahiers que vous avez vus, en fait, dans le court-métrage. Il me racontait, on a essayé, au début c'était très confus parce qu'en fait les souvenirs sont revenus au fur et à mesure en fait. Donc on a fini, fallait qu'on trouve un lieu aussi pour travailler, il fallait un lieu neutre, un lieu où on se sentait en sécurité tous les deux et surtout lui. Donc on a beaucoup travaillé à l'école, on a travaillé chez moi après, et puis à un moment donné on a fini à l'école avec des papiers partout, ça ressemblait vraiment à un commissariat avec, avec des plaques de garde à vue, t'arrives avec tous tes papiers qu'on collait, enfin voilà, et puis voilà, au bout d'un moment ça commençait à prendre forme. Et donc moi, le travail a consisté à vraiment réussir à le faire accoucher de toute cette histoire en fait, hein, ce qui est mon travail de journaliste. Enfin là ça avait vraiment dépassé le travail de journaliste en fait. Et de journaliste je suis devenue confidente en fait carrément, et puis il a fallu trouver des mots, trouver un rythme pour l'écriture. Enfin, c'était peut-être la question d'après. J'anticipe, désolée. Est-ce qu'à un moment donné, justement, l'un ou l'autre avait eu des doutes ou envie d'arrêter ? Non, jamais envie d'arrêter. Mais ce qui était compliqué, c'est que on pouvait pas. Ça fonctionne ? On pouvait pas, on pouvait pas se dire, c'était compliqué de se dire demain on se lève et on écrit quoi. Il fallait que, il y avait des jours où c'était possible, il y avait des jours où c'était pas possible. Donc ce qui était difficile, c'est de garder un rythme. On pouvait se voir aussi des fois toutes les semaines. Et il y a des fois on se voyait pas pendant 3 semaines quoi. C'était de par aussi nos emplois du temps. Il fallait tout combiner, quoi, mais non, moi j'ai jamais voulu arrêter. Non, moi non plus. Je suis une bonne élève. Quand je commence quelque chose, je le finis. Non, c'était impossible d'arrêter. Je pouvais pas le laisser tomber. C'était impossible. Alors je trouve que dans ce livre, vous avez réussi un tour de force. C'est que l'écriture est très rythmée et qu'à un moment après quelques pages, ce livre, on ne peut plus le lâcher. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à une écriture un petit peu comme une course contre la montre, et en fait une course pour la vie. Et on est à côté d'Emmanuel, et on y tient la main, et on court avec lui. Et pour un sujet aussi délicat, ça demande un sacré tour de force. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est pas un thriller, et à la fois on lâche pas ce livre. C'est gentil. Ouais, c'était difficile de trouver un ton en fait. Alors, je l'ai fait assez naturellement finalement, parce que j'avais ce personnage en face de moi, qui est quelqu'un qui est sportif en même temps, donc tout ça, je me suis dit, il faut. Je crois que je l'ai fait complètement sans réfléchir en fait. J'ai pris tout ce qu'il m'a donné, j'ai réorganisé, on a réorganisé vraiment ensemble, hein, parce qu'à un moment donné, moi, il me faut des plans, quoi. Bon, on fait quoi, chapitre 1, voilà. Et du coup, le rythme s'est trouvé assez facilement, parce qu'au début, c'était quasiment une enquête, en fait. On a fait remonter les souvenirs, donc le rythme, en fait, je l'ai voulu, donc c'est super que vous le ressentiez comme ça, parce que c'était
je voulais qu'on soit un peu étouffé au début comme lui, en fait. Et que l'idée, justement, de tenir ce petit garçon par la main, d'être là avec lui, de ressentir ce qu'il pouvait ressentir, et puis d'essayer de l'aider, quoi. Enfin, c'est juste humain, en fait. On a envie d'être à côté de lui. Enfin, je sais pas, dans tout le livre, moi je l'ai lu plusieurs fois, évidemment, en long, en large, en travers, et pour la correction. Enfin, on a juste envie de le prendre dans les bras, quoi. Et c'était cette idée-là aussi que je voulais vraiment faire passer. Elle est passée. Alors là, je me retourne vers Emmanuel. En 2000, vous devenez papa. Vous êtes papa de 3 enfants. Et là, le poids de l'inceste ressurgit. Et vous dites, être père me rapproche aussi de la catégorie des violeurs. Tant que je n'étais pas parent, j'étais encore un enfant, pour ainsi dire. J'ai longtemps raisonné comme si j'étais une proie. Du jour au lendemain, c'est comme si j'avais basculé dans le camp des prédateurs. C'est extrêmement lourd pour moi. Je décide de partir. La peur de reproduire le schéma vous a hanté longtemps ? Clairement, oui. Ouais, c'est vrai que quand tant que j'ai été un enfant, j'étais un enfant, tout simplement, quoi. Et le fait de devenir père m'a fait basculer dans un autre monde. Alors, certainement parce que Élise, ma première fille, venait d'arriver, et peut-être qu'en elle, j'ai revu aussi beaucoup de choses sur moi, sur ma petite sœur. Et après, j'ai essayé de fuir ce sentiment qui n'était pas bon du tout, notamment en essayant de passer le moins de temps possible à la maison pour me retrouver le moins souvent dans des situations où je pouvais me retrouver seul avec mes enfants, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais faut savoir qu'un garçon sur 2 violé devient violeur. Alors c'est ce que m'expliquait M. Villerbu pendant la thérapie, pour pas que ça arrive, parce que j'ai forcément pris aucun plaisir pendant mon enfance avec tout ça. Et j'ai fui quelque part un petit peu mes responsabilités, et volontairement je pense que je me suis mis dans un mood malheureux, et le fait d'être dans un mood malheureux m'empêchait de reproduire ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Alors que si j'avais été heureux, j'aurais peut-être associé ce que j'avais vécu à ma façon d'éduquer aussi mes enfants. Donc moi j'ai eu l'impression de perdre beaucoup d'années en fonctionnant comme ça, et M. Villerbu m'a expliqué que j'ai peut-être quelque part fait ces choix-là parce que je voulais pas devenir un violeur. Alors, ce livre est un livre de rescapé. Il y a une incroyable force de vie dans ce livre, et certainement que ça tient beaucoup à vous. Et vous dites, la vie mérite d'être vécue. C'est ce que vous dites après 3 ans de psychothérapie. Oui, carrément. La vie est belle, elle est magnifique, il faut la vivre. Moi, je pars maintenant du principe que je ne suis pas responsable de l'environnement dans lequel j'ai atterri. Mais par contre, toujours avec M. Villerbu, il m'a fait comprendre que j'étais par contre responsable de ce que j'allais mettre en place maintenant par rapport à mon point de départ. Donc l'idée c'était de me reconstruire, hein, et j'aime la vie, hein, je kiffe la vie. Mais avant, je vivais comme quelqu'un qui était différent des autres parce que j'avais vécu l'inceste. C'était un fardeau. Et grâce à la thérapie, aujourd'hui, je me sens comme tout le monde, sauf que moi, en plus, j'ai vécu l'inceste. Du coup, c'est devenu une force et puis une faiblesse. En fait, ce livre, c'est un peu un point final
un chapitre de votre vie, une manière un petit peu de mettre à distance cette enfance maltraitante. De victime, vous êtes devenu un acteur de votre vie. Est-ce qu'un autre Emmanuel, est-ce qu'Isabelle a fait accoucher un autre Emmanuel? Bah en fait, avant toute la thérapie, je pense que j'étais pas Emmanuel. J'étais un garçon qui vivait avec l'inceste vissé au corps, qui m'a empêché d'être qui j'étais. Et aujourd'hui, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression, des fois je me surprends, je raisonne plus pareil, je réfléchis plus pareil. Donc c'est comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Ça avait switché en 2 secondes. Et là, je me dis, c'est comme ça en fait que j'aurais dû être si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, quoi. C'est comme si je naissais à 50 ans, quoi. Donc voilà, c'est un peu violent, mais c'est mieux comme ça. Alors, au-delà de votre témoignage, vous souhaitez que ce livre ait un autre destin que celui de raconter votre propre histoire. C'est un petit peu comme un encouragement, un appel aux victimes à montrer le chemin et à montrer que oui, on peut s'en sortir, même si le chemin est long et très douloureux. Toujours grâce à la thérapie. L'idée avec le livre, c'est que les autres victimes comprennent mieux leur histoire à travers la mienne. Il y a le livre, il y a mon histoire. Moi, j'ai déjà basculé, je suis déjà ailleurs. Oui, sincèrement, toutes les victimes n'auront pas la possibilité de faire une thérapie comme j'ai pu faire. Savoir la thérapie, la durée, elle dure encore. Mais moi, j'étais parti pour faire 2-3 séances, quoi. On a plus de 100. Donc il y avait vraiment un problème. Mais tout le monde n'aura pas la chance de faire une thérapie parce qu'elles sont coûteuses. Et quand elles sont pas coûteuses, il y a un manque de place énorme pour être suivi. Moi, j'ai eu cette chance, une chance immense. Et justement, les derniers chapitres du livre, j'évoque beaucoup la thérapie pour que certains éléments aident les victimes à avancer. Donc je cite beaucoup de choses pour essayer de déclencher quelque chose chez eux. Ça peut être une première approche pour pouvoir aller plus loin, et puis surtout pour leur donner envie de se faire soigner, quoi, parce que beaucoup de victimes ne parlent pas, parce qu'on a honte, on se sent coupable, on se culpabilise, et puis il y a cette peur des représailles, cette peur de l'agresseur, qui est en nous tout le temps, quoi. Et tout ça, ça nous empêche de faire le pas, mais franchement, une fois qu'on fait le pas, il y a un truc à aller chercher, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de véhiculer comme message. Et comme le dit une des victimes dans votre court-métrage, d'avoir le droit au bonheur. Bah ouais, mais en plus, ce qui est délirant, c'est que quand on l'atteint, on le bousille. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à toujours aller de plus en plus haut, parce que dès que je réussissais quelque chose, je me disais en fait que je le méritais pas, j'étais une merde, un morceau de chair, j'ai pas le droit d'être heureux. J'avais cette image-là de moi, quoi. Donc aujourd'hui, l'idée, ce serait d'essayer de mettre des choses en place, des choses positives en place, et de les conserver dans le temps, en fait. Alors, vous dites dans votre livre que votre intelligence, c'est votre énergie, c'est la psychothérapie qui vous en a fait prendre conscience. Pendant toutes ces années, vous ont servi à rester debout. Aujourd'hui, hier, vous avez dit, aujourd'hui je suis en guerre.
Donc cette intelligence, cette énergie, aujourd'hui vous la mettez au service de cette guerre. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été mis en place pour me soigner, hein, parce que je me suis fait soigner en fait, hein, c'est ça, là-haut, dans ma tête, fait de moi aujourd'hui que je suis un soldat. Je l'étais pas avant. Je suis devenu un soldat et aujourd'hui, en ayant compris tous les mécanismes de l'inceste, les process qu'on peut mettre en place justement pour s'en sortir, et ben, j'ai envie de le transmettre. Donc clairement, le livre, c'est un outil. J'aurais pu m'arrêter là tellement que pour moi ça a été bénéfique, je m'en suis sorti. Maintenant, je décide de le publier, de témoigner, c'est pour les autres. Donc je suis là aujourd'hui pour représenter entre guillemets toutes les victimes, qu'elles aient parlé ou qu'elles aient pas encore parlé. Je représente aussi toutes les victimes qui ont sauté, qui n'ont pas pu avancer. Et je représente aussi tous les enfants qui aujourd'hui attendent qu'on vienne les chercher pour les tirer de là, comme moi j'ai attendu pendant des années. Je sais par quoi ils passent, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et le livre, pour moi, c'est, je sens que depuis qu'il est sorti, c'est comme si je répondais à ces petits enfants en leur disant, ben moi je suis là, je fais ce que je peux et puis on va y aller, quoi. C'est vrai que ce petit garçon sur la couverture, assis dans l'herbe, il y a un grand sentiment de solitude qui s'en dégage, de ne pas avoir été entendu. C'est ce que vous dites dans votre livre. Après, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je suis né d'un viol. Donc j'avais pas de père. Je passe par 2 foyers. Il y a une famille d'accueil qui nous récupère. Ça part très mal. Bon, ma sœur, on a abusé. Très vite, ils se sont occupés que de ma sœur. Le père de famille agresseur, ses 2 fils agresseurs. Pour les soulager, de temps en temps, on m'envoie chez mon oncle. Je me fais violer. Premier homme que j'ai rencontré qui a été bon, c'est l'homme que ma mère a rencontré quand elle nous a récupérés de la famille d'accueil. Il m'a fallu du temps pour être sûr que c'était un bel homme. Mais l'image paternelle que j'avais, elle n'était pas là. Et ma mère ayant subi aussi quelques traumatismes, n'avait pas la capacité à m'écouter, à nous écouter. Donc voilà.